Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire présenté par ArcelorMittal Stelligence. Aujourd'hui, notre webinaire portera sur les poutres cellulaires et sera présenté par François Hanu, qui est notre Head of Stelligence Engineering. Quelques détails techniques concernant cette présentation. La présentation sera enregistrée. Elle sera enregistrée et elle sera mise à votre disposition d'ici quelques jours sur YouTube. Et elle vous sera également envoyée dans un mail avec nos données pour nous contacter si vous avez des questions. Vous avez donc la possibilité également de poser vos questions pendant toute la durée de cette présentation. Il y aura donc Mickaël qui est notre modérateur qui collectera vos questions et qui fera son maximum pour y répondre et qui posera les questions à la fin de la présentation à François. Donc voilà, vous avez l'onglet Q&A en bas de votre écran pour poser vos questions. Pardon. Et puis donc, je vais laisser la parole à François qui vous présentera ce webinaire qui durera à peu près 40 minutes. Et on laissera donc 20 minutes pour les questions-réponses à la fin. Merci beaucoup, François. Alors, merci Justine. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je pense qu'on sera plutôt proche des 30 minutes pour la présentation et puis on passera aux questions, on verra bien. Voilà, donc je me réjouis de vous parler aujourd'hui de cette nouvelle norme 3.1.13 qui n'est pas une révision mais une nouvelle norme à part entière et qui va traiter des poutres cellulaires et poutres à ouverture d'âme. Alors, oui, ça marche. Alors, pourquoi cette nouvelle norme a été lancée et est maintenant finalisée? Aujourd'hui, je dirais la réponse la plus simple à vous donner, c'est que c'est une solution qui est très couramment utilisée. Il existe aujourd'hui des règles pour les dimensionner, ces poutres cellulaires, mais on n'avait pas de document Eurocode. Et si je prends la situation aujourd'hui au Royaume-Uni, eh bien, vous avez la majorité des bâtiments de bureaux qui sont réalisés en construction acier mixte et qui sont réalisés avec ces poutres cellulaires. Alors, vous avez plusieurs types. Vous avez les poutres à base de profilés laminés qui sont coupés, ressoudés. Je vais vous expliquer par la suite ce mode de fabrication. Et vous avez aussi tout ce qui est à base de plats soudés dans lesquels on vient créer des ouvertures. Mais quoi qu'il en soit, finalement, on arrive à des solutions très intéressantes. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple des bâtiments qui sont faits notamment à Londres, l'architecte démarre son projet, il prend des travées de l'ordre de 15 mètres, il prend une hauteur de poutre de 60 cm, ce qui laisse des réservations de l'ordre de 40 cm pour les techniques. Et donc, vous avez une solution qui permet d'avoir des longues travées, permet d'avoir des épaisseurs de plancher relativement modestes et vous permettre la flexibilité pour vos projets. Donc, voilà, par exemple, par rapport à un design traditionnel en général, où on a un poteau central, on va pouvoir, dans le cas présent, enlever ce poteau. Et dans la grande majorité des cas, les poutres cellulaires vont permettre de gagner 20-30 cm par étage. Et donc, sur du multi-étagé, ce gain est quand même non négligeable. Vous pouvez avoir soit un peu moins de façade, un peu moins d'ascenseurs, etc. Ou vous pouvez avoir un étage supplémentaire dans votre bâtiment. Si on vient sur la compétitivité de cette solution par rapport aux solutions traditionnelles, eh bien, je dirais que vous devez avoir des ordres de grandeur. Les poutres acier simples, sans connecteur, sont généralement compétitives sur des travées de 6 à 7 mètres. Ensuite, vous avez les poutres mixtes traditionnelles qui vont être compétitives jusqu'à 10-12 mètres. Et au-delà, les poutres cellulaires sont très intéressantes puisqu'elles vont pouvoir, via leur système de fabrication, générer une plus grande inertie avec un poids réduit. Donc, au-delà d'une certaine travée, il devient vraiment très intéressant de considérer aussi des poutres asymétriques, ce que sur le diagramme ne mentionne pas, mais le fait de considérer un T inférieur plus important combiné à une poutre mixte. Donc là, c'est un effet très important pour les aspects de flèche et de vibration. Alors, les formes des ouvertures d'âme sont très variées. Vous pouvez avoir les systèmes traditionnels, hexagonaux et circulaires, mais vous avez aussi la solution sinusoïdale Angelina, dans lesquelles vous avez des ouvertures nettement plus grandes et d'autres avantages. Donc, le flambement du montant ne se produira pas, on y reviendra par la suite, puisque vous avez des largeurs beaucoup plus grandes. Et vous avez des ouvertures nettement plus grandes, donc au niveau de la flexibilité pour le passage des techniques,
vous êtes vraiment vous n'avez aucun souci. Alors, le process de fabrication, donc, je vous mentionnais au départ, donc, le système le plus simple pour faire des poutres à ouverture d'âme, c'est de prendre un profil de base qui soit laminé ou reconstitué soudé, dans lequel on vient effectuer des percements. Mais ça signifie qu'on part d'un profil initial, on vient enlever de la matière, il y a une perte de matière non négligeable, et donc c'est un petit peu dommage. Et le système, je dirais, le plus courant, c'est celui que je vous montre, dans lequel on part d'un profil de base. Donc vous allez avoir un profil laminé en H. On vient effectuer une première, soit une simple découpe, soit une double découpe, en fonction de la forme de l'ouverture. Si on a une ouverture circulaire, on a une double découpe. Pour une ouverture sinusoïdale, on aurait une coupe unique. Donc, en général, c'est de l'oxycutage. Oxycoupage, pardon. Donc, vous avez les deux pièces de votre profil qui sont décalées, séparées. Elles sont soit un des deux T donc on effectue une rotation de l'un des deux T ou on effectue un décalage. Dans ce cas-là, on aura une petite découpe aux extrémités. Donc, voilà, on aura les montants qui vont venir coïncider. Et alors, on a un soudage pour assembler donc les deux pièces et former un profil d'une hauteur statique plus grande, évidemment, puisqu'on a eu ce décalage. La hauteur statique, en principe, sera de l'ordre de 50% plus haute, et vous aurez donc les ouvertures d'âme. Et voilà, dans le cas où on ne fait pas la rotation d'un des deux T, on a une petite découpe à faire aux extrémités. Et puis, voilà, notre poutre est finalisée. Si on a des zones de charge ponctuelle ou des zones d'appui fortement chargées en effort tranchant, on pourrait aussi avoir un rebouchage de certaines ouvertures. Mais en général, on fait un bon design, on essaie d'éviter, parce que ça engendre des coûts supplémentaires. Voilà, donc pour vous parler du process de fabrication des poutres dites cellulaires ACB Angelina. Alors, si on revient maintenant dans le cadre des Eurocodes, donc vous êtes normalement assez familier avec ces Eurocodes. Donc j'ai mentionné sur un slide en orange toutes les parties qui étaient relatives à ces poutres cellulaires. Donc je ne reviens pas sur les charges de l'Eurocode 0 et l'Eurocode 1. Donc l'Eurocode 3 et 4 vont traiter des poutres cellulaires acier et mixtes. Au départ, le feu était censé faire partie des poutres acier étaient censées faire partie de l'Eurocode 1.13. Finalement, la décision a été de bouger vers une annexe de l'Eurocode 3.1.2. Donc, la partie uniquement design à froid d'une poutre cellulaire est traitée par la 3.1.13, la partie feu 3.1.2. Et alors, en préparation, on a aussi, enfin, je dirais c'est presque finalisé, la révision de l'Eurocode 4.1.1 va traiter via une ou deux annexes des poutres cellulaires mixtes, qui sont quand même le cas le plus courant, notamment pour les bâtiments de bureaux. Et vous aurez aussi une annexe pour la résistance au feu des poutres mixtes, mais qui fait énormément référence à l'Eurocode 4.1 et à l'Eurocode 3.1.2. Alors, de manière assez importante, si on parle du feu, il faut bien avoir à l'esprit qu'en cas de peinture intumescente, il y a une norme spécifique, 13381-9, donc la -8 traite des poutres acier traditionnelles avec peinture intumescente. Pour les poutres cellulaires, il y a une série d'essais spécifiques que chaque producteur de peinture intumescente est censé réaliser. Et donc, il est important de faire référence à cette norme -9 qui permet de dimensionner les épaisseurs de peinture intumescente à mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, pour dimensionner une poutre à ouverture d'âme, une poutre cellulaire, vous avez toutes les règles du SEI. Alors le guide du SEI P355 est assez couramment utilisé, mais il traite principalement des poutres mixtes. Vous avez toutes les recommandations qui ont été réalisées au niveau français. Il y en a une qui traite des poutres cellulaires non mixtes. Et alors, vous avez des règles de dimensionnement. Vous pouvez toujours vous référer à l'Eurocode 3.1.5 pour traiter les systèmes à base de plaques. Donc, c'est la combinaison de ces trois documents qui font qu'aujourd'hui, on utilise déjà de manière très courante les poutres cellulaires dans les bâtiments de bureaux et autres. Alors, je ne vais pas revenir sur tout l'historique des Eurocodes. Révision des Eurocodes,
ça correspond à 2015, le départ. 2015, c'est aussi le moment où on a créé ce groupe de travail SC3WG20 qui est dédié à cette nouvelle norme. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu un travail qui a été en parallèle mené au niveau de l'Eurocode 3 et au niveau de l'Eurocode 4 pour avoir une cohérence dans les règles. Ça ne sert à rien de reproduire les mêmes règles dans deux documents différents. Et donc, il y a beaucoup de références entre les documents. Donc, il y a la partie SC4 qui a traité de la partie mixte, la partie 3 qui est partie acier. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021. La 3.1.13, elle est prête. Elle a été déjà circulée à plusieurs reprises au niveau des pays. Donc, il y a eu des remarques qui ont été prises en considération et le document, il est prêt à l'emploi. Il n'est pas encore aujourd'hui utilisé. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de références avec d'autres Eurocodes qui sont en cours de révision et il y a une décision qui veut que ce document, a priori, ne sortira que le jour où les autres normes seront finalisées. Donc, d'ici 3-4 ans, selon le timing prévu. Et nous avons été fortement impliqués aussi bien dans le design à froid et le design à chaud de ces poutres cellulaires. Donc, on est évidemment ravis de pouvoir vous en faire une présentation aujourd'hui. Alors, le cadre de cet Eurocode 3.1.13, donc comme je le mentionnais, vous avez d'une part les poutres avec simplement une ouverture locale, une ou plusieurs ouvertures locales, donc des ouvertures largement espacées, donc vous n'avez pas de montant et de ruine du montant. Vous avez tout ce qui est finalement un profil de base dans lequel on vient faire des ouvertures d'armes régulières. Et vous avez le système que l'on voit peut-être un peu moins en arrière-plan, dans lequel vous avez le mode de fabrication que j'ai présenté juste auparavant, où vous avez une découpe régulière et des ouvertures donc faiblement espacées, avec une interaction. Et donc, vous avez des diamètres d'ouverture réguliers, diamètres réguliers. Alors, elle traite aussi d'un certain nombre de formes d'ouverture. L'ouverture circulaire est la plus courante, peut-être d'une part parce que les gaines techniques sont souvent circulaires, mais vous avez toute une série, donc les règles qui sont prévues s'appliquent à toute une série d'ouvertures, donc rectangulaires, allongées, donc circulaires allongées. On peut aussi avoir deux ouvertures circulaires qui peuvent être on peut enlever le montant situé entre deux ouvertures et avoir une ouverture très allongée. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait notamment dans la zone de faible effort tranchant. On a les ouvertures hexagonales et les ouvertures dites sinusoïdales, donc qui se rapprochent de notre produit Angelina. Ça traite évidemment de tous les renforts que l'on peut imaginer. Donc, de manière générale, on a des renforts longitudinaux et des renforts verticaux ou des combinaisons de ces renforts. Et tout ça est évidemment traité par la 3.1.13 également. Alors, l'application de cette norme, donc à la fois les poutres laminées et reconstituées soudées, elle est limitée aux poutres symétriques selon l'axe faible, c'est-à-dire que votre T supérieur et votre T inférieur peuvent évidemment être différents, mais vous ne pouvez pas avoir d'asymétrie selon l'axe vertical. Et elle ne traite pas des poutres à inertie variable ou des poutres courbes. Elle traite évidemment des poutres préfléchies, mais pas des poutres où vous avez une courbure trop importante et des effets importants sur la distribution des efforts. Et les inerties variables, qui sont aussi un type courant de poutres cellulaires, ne sont pas repris aujourd'hui dans cette norme. Alors, la fatigue n'est pas traitée. La fatigue, en principe, ce n'est pas vraiment pour les bâtiments de bureau et ce n'est pas a priori une solution qui pose généralement des problèmes au niveau de la fatigue, mais la fatigue n'est traitée que dans l'Eurocode 3.1.9 et de manière... Il n'y a aucune règle dans la 3.1.13 qui traite de ce genre de poutre. Et le feu, comme je le mentionnais, est traité à part via une annexe E de l'Eurocode 3.1.2 dans la version revue. Alors, l'application, c'est la même gamme d'acier que l'Eurocode 3.1.1, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au S700, mais si on est sur des grades au-delà du S460, seul un dimensionnement élastique sera autorisé.
Alors, pour une poutre acier, le fait que la poutre soit soumise à des moments de flexion positive ou négative, ça ne change absolument rien. Donc, ça veut dire que ce document s'applique aussi pour des poutres continues, avec des moments négatifs. Il n'en sera pas de même de l'annexe de l'Eurocode 4, qui ne traitera que des moments positifs. Point très important, c'est que les efforts axiaux ne peuvent pas dépasser l'effort plastique de la section la plus faible, c'est-à-dire au centre de l'ouverture, divisé par 50. Donc, en cas de bâtiment de bureau traditionnel où vous avez un contreventement, bah, tous les efforts de vent pourront transiter via les poutres jusqu'aux stabilités. Par contre, si vous avez un portique ou si vous avez des systèmes un peu particuliers ou des colonnes, à ce moment-là, les efforts vont être supérieurs et le Eurocode 313 ne pourra pas être appliqué. Alors, première étape d'une analyse de bâtiment dans lequel on veut faire l'utilisation de poutres cellulaires, c'est la distribution des efforts dans la structure, donc l'analyse structurale globale. Alors, on peut utiliser à la fois une analyse globale élastique ou plastique. Par contre, en cas d'utilisation de l'analyse plastique, on ne peut pas avoir de rotule plastique dans les zones affaiblies. Donc, si vous avez des ouvertures d'âme, les rotules ne peuvent pas s'y trouver. Donc, typiquement, bah, l'analyse plastique ne s'appliquera pas si vous avez des poutres avec des ouvertures régulières. Alors, si vos ouvertures ne sont pas supérieures à 50% du diamètre, vous avez un effet qui est relativement négligeable. Au-delà, vous allez devoir tenir en compte, si vous avez un système hyperstatique, de la réduction de l'inertie de vos poutres et donc l'effet sur la redistribution des efforts. Donc, selon la longueur de la poutre et sa hauteur, vous allez avoir les effets d'efforts tranchants qui vont avoir un rôle important ou non sur cette distribution des efforts, et vous allez devoir tenir en considération ou non l'effet de l'effort tranchant. Dans la plupart des cas, les poutres cellulaires sont relativement élancées et on se retrouvera dans une situation où seule la flexion va avoir un impact. Donc, c'est la formule sur la gauche qui va s'appliquer. Dans les cas autres, vous allez avoir la formule de droite qui s'applique avec la participation de l'effort tranchant. Pour des cas d'ouverture non régulière, il n'y a pas de règle qui est réellement proposée parce que d'un cas à l'autre, ça va être très différent et on peut imaginer une ouverture unique de dimension relativement réduite va avoir un impact très faible sur la distribution des efforts. Si on se retrouve avec une poutre pleine d'ouverture, ce sera différent. Donc, il faut recourir à des modèles type Virendale, donc la poutre échelle, et revenir sur des systèmes alternatifs. Alors, deuxième étape dans un dimensionnement, c'est la classification des éléments. Donc, aussi bien pour la flexion globale que pour les autres modes. Donc, donc la section va devoir être classée. Alors, je connais pas le mot en français, mais la partie dépassante de l'âme, donc qui est appelée en anglais outstand, elle doit être classifiée de la même manière qu'une semelle sera classifiée aujourd'hui dans l'Eurocode 3.1.1. C'est-à-dire que c'est une partie qui est en porte-à-faux par rapport au reste de la section. Et donc, les classifications 1, 2, 3 et 4 sont déterminées par le ratio entre la partie dépassante et l'épaisseur de cette âme. Donc la classification se fait de manière tout à fait similaire à l'Eurocode 3.1.1. Et alors, on peut réduire, donc dans l'ensemble de ce document 3.1.13, on a toujours l'opportunité de réduire la classe d'un élément d'une unité à condition de réduire les dimensions de la section de manière à satisfaire aux critères. Donc, une section qui est de classe 3, si on veut appliquer un calcul plastique, on peut très bien la passer en classe 2 à condition de réduire la dimension de manière à satisfaire le critère de la classe 2. Alors, l'effet Virendale, donc la résistance des T sous une combinaison de moments et d'efforts tranchants, donc la distribution des efforts étant similaire à une poutre échelle. Donc, on revient à une classification sur base d'une ouverture rectangulaire. Donc, la référence, c'est l'ouverture rectangulaire. On a des dimensions A efficaces, DT efficaces. Et pour chaque autre type d'ouverture, on doit revenir en arrière et trouver une ouverture rectangulaire
similaire qui permet de réaliser la classification. Donc voilà le genre de conditions à satisfaire et ça vous permet de vérifier si vous êtes classe 4, classe 3 ou classe 2. Alors, je reprends ici tous les modes de ruine. Donc, c'est assez bien organisé dans cet Eurocode. Donc, il y a des sous-chapitres pour chaque mode de ruine. Pour des questions de visibilité, j'ai mis en jaune tout ce qui était, je dirais, quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est déjà vérifié pour une poutre sans ouverture d'âme. Donc, la flexion, l'effort tranchant, donc ça, c'est tous des modes de ruine qui sont déjà vérifiés aujourd'hui si vous avez une poutre pleine. Alors, il y a en bleu tout ce qui est relatif à l'effet Virendale et il y a en vert tout ce qui est relatif à la résistance et la stabilité du montant. Donc, les montants avec des ouvertures largement espacées ou faiblement espacées. Donc, voilà, il y a une douzaine de modes de ruine, mais vous en avez déjà un certain nombre qui doivent être toujours vérifiés. Alors, le premier est et c'est assez important de partir de là, c'est l'effort tranchant. Pourquoi? Parce que rien n'impose dans l'Eurocode 3.1.13 la répartition des efforts entre le T supérieur et le T inférieur. C'est une pratique assez courante, notamment au Royaume-Uni, c'est d'optimiser finalement la résistance d'une section en distribuant les efforts de la manière la plus appropriée entre, d'une part, la dalle, si on avait eu une poutre mixte, ici on n'en a pas, mais rien n'interdit, même si on a deux T identiques, d'avoir un effort V dans le T supérieur différent du T inférieur, si ce n'est qu'il faut en tirer les conclusions. Et cette différence entre le V supérieur et le V inférieur va avoir une implication sur la distribution des efforts dans le montant. Donc, au centre à mi-hauteur du profil, on n'aura plus un effort tranchant horizontal, mais on aura un effort tranchant plus un moment de flexion dans le plan du montant. Donc, c'est assez important de se poser la question tout de suite, mais je dirais que pour une poutre non mixte, en général, on est symétrique et l'effort tranchant dans la partie supérieure et dans la partie inférieure seront tous les deux identiques. L'impact que cet effort tranchant peut avoir s'il est supérieur à 50% de l'effort plastique, eh bien, c'est qu'au niveau de l'effort N et l'effort M, on aura un coefficient de réduction ρ sur la limite élastique de l'acier à considérer. Donc, de manière similaire à ce qui peut être fait dans l'Eurocode 3.1.1. Alors, le mode de ruine suivant, c'est la résistance à la flexion. Donc, le moment résistant doit évidemment être supérieur à l'effort appliqué en flexion. Si on a une poutre symétrique, c'est assez simple. On a le centre de gravité de chaque T et on en déduit facilement l'effort de traction et l'effort de compression dans chaque T. Si on a une poutre asymétrique, soit parce que la poutre a été choisie asymétrique, soit parce qu'on est en mixte et on estime que pour le mixte, c'était mieux de faire une poutre asymétrique, eh bien, il y a une formule un petit peu simplifiée qui consiste à considérer le minimum entre le T supérieur et le T inférieur pour l'effort axial fois le bras de levier. Ça va pas. L'effet est vraiment négligeable sur la résistance, donc c'est une petite simplification qui vaut la peine d'être faite. Comme je le mentionnais au préalable, donc si vous êtes dans une section classe 3, vous pouvez recourir à un calcul plastique, donc un effort résistant plastique de la section via une section réduite. Et idem pour une classe 4, vous allez alors avoir un calcul élastique de votre section avec une section réduite. Vous ne pouvez pas venir d'une classe 4 et passer en classe 2 et effectuer un calcul plastique, par contre. Parce que là, on réduit de 2 la classe, et ça, ce n'est pas autorisé. Une petite remarque, si vous avez des ouvertures très allongées, donc typiquement une ouverture unique au centre d'une poutre avec une ouverture rectangulaire ou une autre forme, il est important de prêter attention que le T supérieur qui est en compression peut être soumis à un effort important et être sujet à une instabilité. Donc, il y a une petite note dans ce sous-chapitre de vérifier ce flambement du T, donc cette instabilité du T supérieur en compression. Alors, on arrive maintenant sur le mode de ruine Virendale. Donc,
de manière assez, comme on le retrouve souvent dans l'Eurocode, on vous dit simplement que l'effort appliqué doit être inférieur à l'effort résistant, et l'effort résistant dépend donc des moments résistants des T, donc des 4 T aux extrémités. Donc le mode de Ruijin-Virendale induit 4 rotules aux 4 coins de l'ouverture rectangulaire. Et donc vous avez finalement cet effort résistant V, cet effort tranchant maximum au centre de l'ouverture de votre section. Alors, le moment résistant du T doit tenir compte de l'interaction avec, d'une part, l'effort tranchant et d'autre part, l'effort axial. Donc, vous avez les formules en dessous qui vous donnent l'interaction avec N. Et j'avais dit au préalable que si vous aviez un effort tranchant V important, vous aviez une réduction de votre limite élastique à considérer le FY. Et alors, pour les autres types d'ouverture, à nouveau, la méthode simplifiée, qui est la méthode que je présente ici, nécessite de recourir à une ouverture rectangulaire équivalente. Ce n'est pas la même que pour les classifications, c'est légèrement différent, et vous avez le tableau sur le bas qui vous donne l'ouverture rectangulaire équivalente à considérer. Alors, la méthode alternative, donc, qui est autorisée par l'Eurocode 3.13 pour la vérification de l'effet Virendale, elle est valable uniquement pour les ouvertures circulaires, et elle consiste à vérifier pour tout un nombre de sections, donc vous devez considérer un grand nombre de sections différentes, l'interaction NM et vérifier que vous satisfaisez au critère qui est donné. Alors, c'est peut-être un peu plus de travail, parce que vous allez devoir faire un nombre de vérifications plus grand que dans la méthode simplifiée, mais ça vous permet réellement d'optimiser par rapport à la méthode simplifiée. Vous avez quand même un effet important sur votre dimensionnement, et ça permet éventuellement d'alléger un peu votre design. Je le disais, donc c'est valable uniquement pour les ouvertures circulaires. Finalement, le dernier mode de Ruijin-Virendale, donc vous avez une méthode alternative pour les poutres à ouverture sinusoïdale, donc typiquement notre produit Angelina, et tout autre type d'ouverture hexagonale. Donc vous voyez sur des essais qu'en principe, le mode de Ruijin-Virendale va induire 4 sections de ruines qui sont les sections extérieures, enfin les 4 coins de votre zone de plus grande, où le trou est le plus grand. Donc, je n'ai pas de pointeur pour vous le montrer, mais finalement, quand le T va devenir plus grand, la résistance au Virendale va être beaucoup plus grande, donc les sections critiques vont se retrouver dans les sections des T les plus petits. Et alors, on recourt à une formule, enfin une méthodologie similaire à la méthode avancée pour les poutres à ouverture circulaire. Donc, on va devoir analyser quelle est la distribution des efforts dans chaque section de T, quels sont les efforts M, N, V, donc localement, et à partir de là, donc il y a toutes les sections de T vont devoir être vérifiées. Alors, je vous encourage grandement à utiliser les outils qui ont été développés par le CTICM, donc qui ont un grand niveau d'expertise à ce niveau-là. ACB+ et Angelina sont des logiciels qui vous permettent vraiment de gagner du temps, parce que recourir à des feuilles Excel pour ce genre de vérification peut être assez contraignant. Alors, j'en arrive maintenant à tout ce qui est relatif à la résistance et à la stabilité de votre montant. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est dans la configuration largement espacée ou non? Donc, en fonction de la forme de votre ouverture, vous avez un certain nombre de conditions qui vous permettent de déterminer si vous êtes dans la configuration largement espacée ou faiblement espacée. Et typiquement, si vous êtes largement espacé, vous avez certains modes de ruine qui n'auront pas lieu. Donc c'est à partir de là que vous allez pouvoir évaluer quels sont les types de vérifications à réaliser. Alors, si vous êtes dans le cas de largement espacé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une instabilité de votre montant juste à côté d'une ouverture. Vous pourriez avoir, dans le cadre de poutres avec une âme très fine,
avec une grande hauteur, un flambement local de votre âme à proximité de l'ouverture. Et vous avez, donc, comme on le montre là, donc un mode de ruine sur le côté de l'ouverture. Et alors, il y a un élancement qui est calculé, donc un élancement réduit lambda bar, qui, en fonction du type d'ouverture, est légèrement différent et qui vous permet de calculer de la même manière que la stabilité d'une colonne. Donc, c'est peut-être pas mentionné ici, mais c'est la courbe de flambement A qui doit être considérée. Donc voilà, la vérification est assez similaire au flambement d'une colonne. Ensuite, j'en arrive aux effets en cas de montant, donc des ouvertures proches, rapprochées. Donc vous allez en effet avoir d'une part la résistance de votre montant à vérifier et ensuite la stabilité de votre montant à vérifier. Alors pour une ouverture circulaire, surtout dans le cadre d'une poutre non mixte, l'effort à mi-hauteur du profil, donc l'effort horizontal, sera simplement, ne sera pas accompagné de moment de flexion. Or, ce sera la section critique, parce que ce sera la section la plus petite. Donc, la vérification consiste à vérifier que votre effort tranchant à mi-hauteur peut être bien repris par votre montant et éventuellement par la soudure qui s'y trouve. Si vous êtes dans une ouverture rectangulaire, à ce moment-là, les sections critiques seront en principe la partie supérieure et la partie inférieure au niveau supérieur et inférieur de l'ouverture, et vous allez avoir un effort de moment localement dû à la distance entre le centre de gravité et la section. Donc, ça aurait été peut-être plus facile de vous montrer, mais vous avez un H' de l'ouverture de bras de levier, et donc ça induit un effort supplémentaire dans la section. C'est comme ça qu'il faut procéder pour une ouverture rectangulaire. Alors ensuite, le flambement du montant. Donc, à nouveau, calcul d'un élancement du montant, et puis application de l'Eurocode 3.1.1 avec les différentes valeurs de l'élancement. Donc, vous avez ici, en fonction du type d'ouverture. Vous avez une approche alternative, à nouveau uniquement pour les ouvertures circulaires et développée aussi en collaboration avec le CTICM, qui est un petit peu plus difficile. J'ai sur un slide l'impossibilité de vous donner l'ensemble des calculs à réaliser, mais vous avez donc une méthode avancée qui vous permet d'optimiser votre design et qui est possible. Donc, c'est une possible alternative à la solution de base. Tous les effets de raidisseur et leur impact sur la résistance, notamment des modes de ruine Virendale, donc c'est quand même le cas le plus courant dans lequel les raidisseurs sont nécessaires, c'est quand vous avez des ouvertures rectangulaires allongées, vous venez remplacer finalement un T par une section qui se rapproche d'un H. Donc, vous avez donc les manières de considérer ces effets-là et ces renforts, les règles pour les soudures, les règles de dimension minimum. Donc, vous avez des règles pour l'utilisation de ces raidisseurs. Alors, dernière vérification statique, donc le déversement. Le déversement doit évidemment être vérifié. Vous avez un impact non négligeable de ces ouvertures dans la raideur torsionnelle de votre poutre. Donc, vous devez considérer la section la plus faible, donc les 2 T de votre poutre au milieu de l'ouverture, et application de la courbe C ou la courbe D. Courbe C si vous êtes en laminé, courbe D pour les autres cas, et recours à la méthode traditionnelle de déversement de l'Eurocode 3.1.1. J'en arrive aux vérifications ELS. Donc, vous avez les flèches. D'une part, vous avez des méthodes complexes que vous pourriez utiliser sur base de l'énergie, etc. Donc, on a dans nos logiciels des méthodes plus avancées, mais l'Eurocode fournit des méthodes à la fois pour les ouvertures régulières et pour les ouvertures non régulières. Donc, dans la première équation ici, si vous avez une ouverture unique, vous avez, alors la formule est un peu rébarbative, mais quand elle est dans un fichier Excel, c'est beaucoup plus simple. La déformation supplémentaire due à la présence d'une ouverture unique.
ça, c'est assez intéressant. Et alors, vous avez, autrement, pour des ouvertures régulières, à nouveau, la déformation verticale supplémentaire induite par ces ouvertures régulières, circulaires ou hexagonales. C'est des outils intéressants qui permettent très vite d'obtenir ces flèches pour les poutres cellulaires. Alors, des outils, on en a, il en existe d'autres, évidemment, il y a d'autres outils qui existent, mais je ne peux que recommander l'outil de ACB et Angelina développé par le CTICM, qui traite à la fois de tout ce qui est résistance, déformation et le feu, donc des températures critiques des poutres, qui ne font pas l'objet du 3.1.13, mais qui valent la peine quand même. Alors, quelques projets en France. Donc, je disais tout à l'heure que les bâtiments de bureaux étaient largement adaptés. Donc, on a quelques projets plus ou moins récents où ces poutres ont été utilisées. On a la tour des Deux qui date déjà depuis quelques années, mais on a les tours du Haut qui ont été achevées très récemment, le quartier général du Monde également. Et alors, un projet intéressant, c'est le projet Géry-Thionville, qui était un large centre commercial sur lequel des parkings ont été réalisés. Vous avez des Angelina au rez-de-chaussée, et alors avec application de Fracoff pour la résistance au feu, et vous avez au-dessus des ouvertures circulaires sur 3 niveaux, avec le concept de car park largement ventilé. C'est une réalisation qui date depuis quelques années. Alors, vous avez des poutres ici hexagonales qui ont été livrées il y a quelques semaines pour un géant de l'e-commerce, c'était sur le marché allemand. Juste un petit mot sur X-Carb. Donc, la question du CO2 se pose de plus en plus, la question du carbone est sur toutes les lèvres. Ce genre de poutres peut être livré avec des aciers via la filière électrique, avec de l'énergie verte. Et donc, comme ordre de grandeur, le module A de l'ordre de 300 kg de CO2 par tonne d'acier. Donc, c'est vraiment très, très bas. Et c'est ce qui fait que, finalement, toutes les exigences au niveau du CO2 qu'on peut entendre aujourd'hui ne doivent pas remettre en cause l'utilisation de ces produits pour nos projets. Et il y aura d'autres présentations sur le concept X-Carb et on est évidemment disponible pour répondre à vos questions. Alors, on a une brochure ACB Angelina sur notre site, n'hésitez pas à la consulter. Et on a un grand nombre de webinaires à venir dans les bureau et sur l'impact environnemental à nouveau, et des présentations les 16 et 17 en anglais et en allemand sur le bon choix du bon grade dans vos designs en acier. Je pense que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu sous-estimé dans les designs aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à faire toutes vos questions. Mon collègue Michael va pouvoir les relayer. Oui, alors j'ai quelques questions, donc je vais te les poser. Hein. Dans la norme ENV, donc la norme 3.1.13, il y a des spécifications pour les poutres avec ouverture sinusoïdale. Est-ce que je peux considérer ces règles pour la poutre Angelina? Sinon, est-ce qu'il y a quelques designs guidés pour le dimensionnement pour l'Angelina? J'ai rien entendu à ta question, Michael, malheureusement. Ça s'est coupé? Alors, pardon. Donc la question, c'est, donc pour la 1.13, hein, la norme 1.13, il y a des spécifications pour les poutres avec ouverture sinusoïdale. Est-ce que je peux considérer ces règles pour la poutre Angelina? Sinon, est-ce qu'il y a quelques designs guidés? Absolument. Bon, on peut évidemment pas. Angelina fait l'objet d'un brevet, donc on ne pouvait pas l'indiquer. Donc, toutes les règles sont applicables à n'importe quel type de géométrie, aussi bien Angelina que hexagonale, allongée, toutes ces formes-là sont traitées. Par contre, il y a quand même un certain nombre de vérifications au niveau de la géométrie, c'est-à-dire que n'importe quelle règle de calcul a un scope d'application, et il y a des ratios entre l'épaisseur de lame, l'épaisseur de la semelle, entre la dimension
la dimension de la partie sinusoïdale et la partie horizontale. Il y a quelques règles parce que, évidemment, tous les travaux qui ont été faits derrière avaient aussi une certaine limitation. Donc, c'est de manière assez logique, mais soyons clairs, le scope est le plus large possible et ça doit complètement rencontrer les besoins. J'ai une autre question par rapport aux soudures. Qu'en est-il des soudures? Est-ce qu'il est nécessaire une soudure pleine pénétration? Donc, d'une part, le recode 3.1.13 ne mentionne pas exactement de spécification au niveau des soudures. Elle mentionne simplement comment calculer la résistance de la soudure et quel effort doit être considéré au niveau de la soudure. Dans le process dont je parlais, où vous avez deux T soudés l'un à l'autre, rien n'impose d'avoir une soudure pleine pénétration, absolument pas, du moment que l'effort peut bien transiter via cette soudure. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit que la EN 1090 a quand même certaines impositions au niveau des soudures. Et en fonction de la classe d'exécution, si on a une classe d'exécution 3 ou 4, évidemment, il y a un impact. Et donc, il y a des procédures sur les soudures à respecter qui ne contreviennent pas avec le recode 3.13. Mais ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir une pleine pénétration. Est-il possible de faire des contreflèches sur ce type de poutre? Donc, on parle ici des poutres Cellulaires, cellulaires. j'entends, oui. Donc, où on a montré à nouveau deux T soudés l'un à l'autre. Je dirais que c'est la pratique courante parce qu'une fois que c'est d'autant plus facile d'appliquer une contreflèche à ce genre de section qu'on vient appliquer la contreflèche sur un T avant de souder le deuxième T. Donc, c'est quelque chose qui ne pose absolument pas de problème et qui est vraiment une source d'optimisation. Hein. Donc, on parlait du Royaume-Uni, mais aussi chez nous pour les projets en France mentionnés. Toutes ces poutres sont optimisées en tenant compte qu'on vient contrebalancer les flèches du poids propre par une contreflèche. Ouais. Ensuite, il y a une question un peu assez large. Donc, qu'en est-il des raidisseurs verticaux? Je ne sais pas si c'est anonyme, donc je ne sais pas qui c'est qui pose la question, mais Raidisseurs verticaux. On a donc évidemment, j'ai parlé des différents modes de ruine. Si on a des ouvertures largement espacées, donc typiquement une grande ouverture rectangulaire, et qu'on a ce mode de ruine de flanquement du flanquement de lame à proximité de l'ouverture, la meilleure manière de régler le problème, plutôt que d'épaissir lame, consistera à appliquer un raidisseur vertical. Donc, typiquement, oui, ce genre de situation, le raidisseur vertical est nécessaire, mais ce n'est pas la majorité des cas. On a aussi travaillé en interne, mais ce n'est pas du tout repris dans ce document 3.1.13 sur finalement la possibilité de souder un raidisseur sur lame pour éviter le flanquement de lame. Et c'est quelque chose qui fonctionne, qui peut notamment être fait si on ne veut pas effectuer un rebouchage. C'est une solution plus économique pour résister et c'est très efficace. Sans même avoir de contact entre ce raidisseur vertical et les semelles supérieures et inférieures. Donc simplement un plat qui est soudé sur lame et qui empêche complètement Évidemment, vous avez une inertie de ce montant qui est hors plan, qui est nettement plus importante. Hein. Donc, ça peut être une solution. Ouais. Okay. Donc, si on compare des poutres de différentes ouvertures, mais avec le même moment d'inertie, Angelina, rectangulaire ou cellulaire, quel est le plus efficace pour résister les modes d'instabilité? Alors, pour les modes d'instabilité, je dirais évidemment, l'instabilité du montant sera d'autant plus critique que votre montant ne sera pas large. Donc, les ouvertures hexagonales, donc je vais dire l'hexagone régulier, donc je dirais la pratique courante et les poutres que j'ai montrées pour l'Allemagne. Donc, vous avez des hexagones qui sont réguliers. La forme, elle est très proche d'une ouverture circulaire et en général, on a des montants qui vont se comporter de la même manière. Si vous avez l'ouverture Angelina dont on a parlé, le montant va être beaucoup plus large et donc
le flambement du montant n'aura pas lieu. Maintenant, vous allez avoir une ouverture beaucoup plus large, donc vous allez aussi avoir beaucoup plus d'effet Virendale. Mais en principe, si on cherche à optimiser, la solution Angelina permet de gagner une gamme. Donc, si vous passez d'un IPE 330 à un IPE 300, en principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres critères qui dépendent de la géométrie de vos ouvertures, enfin quels sont vos gains techniques, donc il y a un grand nombre. Je ne peux pas dire que systématiquement on réduit d'une section. Ça dépend un petit peu de l'exigence au niveau des géométries. Okay. Est-ce que vos softwares tiennent en compte cette nouvelle partie 13? Oui, à partir du moment où on part, donc la 3.13, on a aussi le Recode 4 qui est aussi en implémentation. Donc nos logiciels le font, mais la partie ouverture isolée n'est pas encore implémentée. Donc tout ce qui était existant est toujours existant et est en ligne avec le Recode 3.13. Les choses nouvelles, donc ce qui n'était pas traité actuellement par le logiciel ACB par exemple, n'est toujours pas traité. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Ok. Peut-on traiter une ouverture de forme singulière par une autre, circulaire ou hexagonale, dans laquelle elle serait inscrite? Absolument. Donc, le fait de considérer une ouverture plus grande au niveau statique, c'est toujours… si on ignore la présence de matière, on est toujours sécuritaire. Donc, c'est toujours possible de faire ça. En principe, pour la plupart des modes de ruine, la méthode simplifiée vous donne déjà une ouverture équivalente. Donc, vous n'avez pas spécialement besoin d'exagérément agrandir l'ouverture. Vous pouvez simplement prendre une ouverture équivalente. Et là, pour l'instant, c'est la dernière question. Donc, peut-on avoir cette partie de l'Eurocode? Moi, je pense pas la partie 3.1.3, j'imagine que c'est la 1.13 en PDF. Oui, on peut vous la fournir. Elle a été distribuée à tous les pays membres de l'Europe pour commentaires à plusieurs reprises depuis 3-4 ans. Et rien n'empêche aujourd'hui déjà d'appliquer ce document. Je ne sais pas, bon, évidemment, moi, je ne suis pas censé vendre les normes à la place des comités de normalisation, mais je peux fournir sur demande ce document-là pour des projets particuliers, oui. Okay. Bah, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions, à moins que quelqu'un écrive une dernière maintenant, mais bon, en principe, il n'y a plus de questions. Donc, Justine, ou je ne sais pas si tu veux prendre le relais. Ah non, pardon, je pensais qu'elle était. Donc, oui, donc François, je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot avant de… On va laisser tout le monde continuer. Je vous souhaite tous une bonne après-midi. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, on est évidemment disponible pour fournir du support si nécessaire. Voilà. À bientôt.